La jeunesse ivoirienne est aujourd'hui au cœur des priorités nationales. Emploi, entrepreneuriat, engagement citoyen, valorisation des talents, jamais les attentes n'ont été aussi fortes. Jamais les défis n'ont été aussi immenses. Au lendemain de l'ouverture de la 3e édition de la Foire nationale de l'emploi et du recrutement, qui annonce plus de 86 000 opportunités à travers le pays, nous recevons ce soir celui qui pilote la politique gouvernementale en faveur des jeunes. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans RTI 1 reçoit. Et ce soir, RTI 1 reçoit Monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Merci, Monsieur le ministre, d'être avec nous ce soir sur la chaîne qui rassemble. Et ce soir, je ne serai pas seul pour cette interview. J'aurai avec moi Lanciné Bakayoko, journaliste à la RTI, journaliste à RTI 1, chef du service économie de RTI 1. Bonjour Bakayoko. Bonjour Diaby. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Trouver un emploi, décrocher un stage, obtenir un financement ou simplement accéder à une première expérience professionnelle pour des milliers de jeunes Ivoiriens, le parcours reste difficile malgré les dispositifs mis en place. Face à cette réalité, le gouvernement veut accélérer la dynamique à travers la Foire nationale de l'emploi et du recrutement ouverte hier lundi au Palais de la Culture de Treichville. Après 2 premières éditions qui auraient permis la prise en charge de plus de 59 000 jeunes, l'État affiche désormais des ambitions encore plus élevées, avec plus de 86 000 opportunités annoncées cette année. Derrière les chiffres, quelle réalité sur le terrain? Élément de réponse dans ce reportage de Siaka Kone. L'emploi des jeunes demeure l'un des plus grands défis de la Côte d'Ivoire. Pour y apporter des réponses concrètes, le gouvernement mise sur la 3e édition de la Foire nationale de l'emploi et du recrutement, la FNER. En venant ici, je souhaite avoir un stage après ma formation au lycée professionnel de Cocody. Moi, je rêve d'aller visiter les stands puisque je suis en gestion commerciale et en tant qu'une gestionnaire, d'apprendre comment le commerce se déroule. Je suis venu dans l'optique de trouver un stage après l'admissibilité au BTS. Je suis venu rencontrer des entreprises parce qu'actuellement, le monde du travail demande des compétences. Pendant 4 jours, entreprises, cabinets de recrutement et partenaires institutionnels rencontrent des milliers de jeunes au Palais de la Culture de Treichville. C'est quelque chose de réel. Si tu n'as pas eu l'expérience, tu ne peux pas témoigner. Venez au moins essayer et puis vous allez voir de vous-même. Une plateforme d'opportunités que le Premier ministre invite la jeunesse à saisir pleinement. Chers jeunes, c'est une exigence d'avoir confiance en soi. Ne vous sous-estimez pas. Votre potentiel est très élevé. Cette foire est la vôtre. Préparez-vous, présentez-vous et démarquez-vous. Faites un investissement en vous-même, par vous-même, avec détermination et assurance. Car le marché de l'emploi est compétitif et cherche les élites par moment. La compétence, la discipline et l'audace font la différence. Certes, l'État vous accompagne, mais votre destin est d'abord entre vos mains. Cette édition ambitionne de rapprocher davantage les jeunes des entreprises, renforcer leur employabilité et promouvoir l'insertion professionnelle. Une vision portée par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. L'innovation de cette édition est la déconcentration de la FNER. Des jeunes de 27 régions ont l'opportunité de participer à la FNER 2026, occasion de rapprocher l'événement des jeunes jusque dans les contrées les plus reculées du pays. Avec la présence des partenaires techniques, des cabinets de recrutement et des délégations venues des pays frères africains, la FNER s'impose désormais comme une vitrine du modèle ivoirien en matière de promotion de l'emploi des jeunes. Merci Siaka Kone. Monsieur le ministre, nous sommes suivis en simultané sur RTI 1, sur Radio Côte d'Ivoire, sur RTI Play et RTI Info. C'est là toute la force du groupe audiovisuel que nous sommes et nous sommes au service des communautés. Monsieur le ministre, pourquoi avoir fait de la Foire nationale de l'emploi et du recrutement un rendez-vous majeur de la politique jeunesse?
D'abord, je voudrais rappeler que depuis bientôt plusieurs années, notre pays a renoué avec la croissance de l'emploi. Vous savez, depuis au lendemain de la décennie de la crise que nous avons connue, des politiques publiques ont été mises en place, des mesures incitatives en vue donc d'amener les entreprises à investir, à recruter, etc. Et des instruments ont été mis en place, notamment l'Agence Emploi Jeunes, pour essayer donc de créer le lien entre les opportunités d'emploi générées par notre économie et les besoins donc des jeunes sortis de nos écoles de formation ou même qui étaient en emploi l'ont perdu pour matcher donc les besoins donc, des entreprises et le désir donc, des jeunes à trouver un emploi. Donc c'est un travail qui se fait au quotidien. Nous avons décidé donc de faire cette fois, nous sommes à la 3e édition, parce que nous avons estimé qu'au-delà de ce qui se fait au quotidien, Agence Emploi Jeunes, cabinet privé de recrutement, les entreprises elles-mêmes qui se donnent les moyens de former ou de recruter, il fallait créer donc cette plateforme nationale et réunir donc sur le même lieu tout l'écosystème donc de l'emploi des jeunes. Donc vous avez pendant la fois donc les entreprises, pour ne pas répéter, les cabinets de recrutement, les structures donc d'appui à la formation, les jeunes demandeurs d'emploi, primo donc demandeurs d'emploi, des jeunes souvent très qualifiés parce que les entreprises recherchent souvent des profils donc de très haut niveau et c'est tous ces acteurs qui se retrouvent donc dans une foire avec pour objectif d'amener chacune des entités à être satisfaite. C'est-à-dire amener les entreprises à trouver les profils recherchés, mais surtout offrir à notre jeunesse une opportunité de décrocher soit un stage, soit un emploi ou une formation à visée d'insertion. Et quel bilan vous faites aujourd'hui des 2 précédentes éditions? Écoutez, nous avons, en termes de bilan, un peu plus de 59 000 opportunités qui ont pu être décrochées par les jeunes donc l'année dernière. Vous avez... donc, les 2 éditions cumulées. Cumulées. Donc, il y a eu une édition au Palais de la Culture, il y a eu une seconde édition à l'université donc, de Cocody. Et donc, la foire donc, qui a démarré avant-hier est la 3e édition. Donc, 59 000 opportunités d'insertion ont été décrochées par les jeunes. Nous avons un peu plus de 15 000 jeunes qui ont pu avoir donc, un TIMO. Vous avez plus de 20 000 jeunes qui ont pu avoir donc, une formation à visée d'insertion. Vous avez plus de 3 400 jeunes qui ont pu décrocher un premier contrat en CDD ou en CDI. Et vous avez plus de 13 000 jeunes qui ont pu décrocher un stage pré-emploi. Donc pour nous, le résultat est positif parce que avant de faire la foire, il y a des opportunités mobilisées auprès des entreprises. Chaque entreprise dit, écoutez, moi, voici le nombre de postes donc, disponibles à pourvoir. Ou voici le nombre de jeunes que je peux former. Ou voici le nombre de jeunes que je peux mettre en stage. Donc, on a des opportunités réelles. Il faut faire en sorte que ces opportunités soient captées par les jeunes. Ce n'est pas toujours évident parce que certaines entreprises vous diront, oui, on cherche des profils, mais on n'a pas forcément les profils que nous cherchons. Donc, il faut vraiment trouver les moyens de faire en sorte que toutes les opportunités mobilisées soient pourvues donc, pour les jeunes. Et nous avons pu donc, avoir 59 000 jeunes qui ont décroché donc, une opportunité. Et 86 000, c'est le nombre d'opportunités que vous avez. On est même à 88 000, parce que 86 000, parce qu'il y avait 6 000 emplois directs. Aujourd'hui, à date, puisque la mobilisation des opportunités d'emploi se fait tous les jours, nous sommes à un peu plus de 8 000 emplois directs qui ont été mobilisés pour cette 3e édition. Donc 88 000, ce sont donc les opportunités que vous annoncez. Ce chiffre recouvre quoi exactement? Alors, vous parlez de 8 000 emplois directs. Oui, alors, vous avez donc les emplois directs. Donc là, on a un peu plus de 8 000. Vous avez donc les emplois, enfin les formations à visée d'insertion. Donc ce sont donc des formations qui, au bout, permettent donc à des jeunes de décrocher un premier emploi en CDI ou donc en CDD. Nous avons un peu plus de 11 000. Vous avez les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Nous en avons un peu plus de 8 000. Vous avez l'innovation cette année, ce sont les stages d'immersion. Nous en avons 50 000. Les stages d'immersion, ce sont donc les stages qui permettent donc à des jeunes élèves, étudiants, d'aller en immersion au sein d'une entreprise. On en parlera tout à l'heure et je vous montrerai donc la pertinence donc, de ce dispositif.
Et puis nous avons donc les projets financés. Nous avons un peu plus de 6700 projets qui seront financés. C'est quand même près de 4 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés sur la période et qui permet donc à des jeunes porteurs de projets, quel que soit le niveau de financement recherché, de venir à la foire. Et l'avantage, c'est que pendant donc la foire, vous avez tout l'écosystème donc du financement qui est réuni. Habituellement, le jeune va s'adresser à l'agence emploi jeune, à GUD PME, etc. Les dossiers sont déposés, ces dossiers sont analysés par des analystes financiers. Après, si le dossier est bon, il va en comité de certification. S'il est bon, il va chez nos banques partenaires qui font l'analyse financière de ces dossiers. Et c'est au bout de ce processus que le jeune est financé. Et ça peut prendre plusieurs semaines, voire mois. Ce que nous avons fait pendant la foire, c'est de réunir tous ces acteurs sur site. De telle sorte que quand le jeune vient déposer son dossier, en instantané, vous avez donc tous ces acteurs qui procèdent donc à l'analyse de ces dossiers. Et donc, nous espérons avoir dès demain les premiers jeunes qui décrocheront donc leur financement pour mener donc leurs activités. Et justement, qu'est-ce qui vous garantit, qu'est-ce qui nous garantit à tous que ces opportunités répondent exactement au profil et aux compétences des jeunes justement qui sont présents à la foire? Non, mais la garantie, ce sont les acteurs. D'abord, au-delà des chiffres, derrière chaque chiffre, ce sont les besoins des entreprises. Une entreprise dit, moi, je recherche un ingénieur en mine. Une entreprise dit, moi, je recherche un conducteur d'engin. Je recherche quelqu'un qui a fait un CAP en mécanique, etc. Donc, ce sont donc des besoins réels exprimés. D'ailleurs, vous avez ici beaucoup de chefs d'entreprise qui sont là. Et devant ces besoins, vous avez des jeunes qui ont des profils divers et qui essaient donc de compétir en fonction donc de la cohérence ou de la concordance entre le profil et les besoins des entreprises. Après, le rôle donc de l'agence emploi jeune, qui est la structure qui pilote ce projet, c'est la mise en relation. Après, tout se passe entre l'entreprise et le jeune. Donc, ce sont des recrutements et les entreprises sont très exigeantes. Elles cherchent des profils compétents. Et donc, quand je vous annonce 3426 personnes, c'est 3426 personnes qui ont répondu favorablement aux besoins des entreprises. Quand je vous parle de plus de 6000 personnes, 6704 personnes qui ont été financées, ça veut dire que c'est 6704 personnes dont les dossiers de financement répondaient aux exigences de financement. C'est pour ça que je dis que ce sont des opportunités réelles. Et en face, nous avons des jeunes avec des compétences qui arrivent à avoir. Ceux qui n'arrivent pas à avoir des compétences qui sont en adéquation avec les emplois proposés, nous leur proposons des formations à visée d'insertion. Et il y en a eu 20 000. Plus de 20 000. Plus de 20 000. C'est-à-dire qu'un jeune peut venir à la foire avec un diplôme donné et ne pas trouver forcément une opportunité qui correspond à son profil. Nous lui offrons une proposition, une alternative, c'est-à-dire que ce jeune peut faire une autre formation à visée d'insertion. Ça peut être un renforcement de la formation qu'il a déjà, ou ça peut être une nouvelle formation, mais qui lui garantit au bout un emploi. D'accord. L'enseignant Bakayoko. Alors, Monsieur le ministre, quand au cours de la foire, quand j'ai entendu le Premier ministre, il a prononcé un mot, il a dit le marché du travail demande des élites. Oui. Et vous avez dit il faut un profil. Est-ce que vous, à qui les élèves les étudiants sont destinés, est-ce qu'il y a une concertation préalable ou bien est-ce qu'il n'y a pas urgence d'une concertation entre vous, en tant que ministère de l'Emploi, et le ministère de la Formation professionnelle ou le ministère de l'Enseignement technique? Parce que s'ils produisent des gens dont le profil ne correspond pas aux emplois qui sont proposés, moi j'ai vu une dame tout à l'heure, elle a parlé de je suis en RH-Com ou bien je suis en gestion commerciale. Vous savez bien que ces profils-là ne sont pas forcément demandés sur le marché. Alors, vous devez savoir que le gouvernement, c'est vraiment un tout cohérent. Vous avez les ministères en charge de la formation. Donc, enseignement supérieur, formation professionnelle, enseignement technique, éducation nationale. Et vous avez un ministère en charge de l'insertion professionnelle. Lorsqu'on parle d'insertion professionnelle, ça prend en compte la formation et la mise en emploi. Ça veut dire que dans la cohérence gouvernementale, oui, bien évidemment, je travaille avec tous ces ministères sectoriels. D'ailleurs, ils ont été mobilisés pour la foire. Le premier panel qui a été organisé, il a été organisé avec tous les ministères du secteur éducation-formation. Quand vous allez à la foire aujourd'hui, ce sont les écoles de formation professionnelle, les écoles techniques qui se sont mobilisées, qu'ils soient publiques ou privées.
Vous avez même, à l'occasion de la foire, le ministère de l'Enseignement supérieur et celui de l'Enseignement technique qui ont mobilisé des conseillers en orientation. Nous travaillons en synergie. Et ce qui fait que, en tant que ministère de l'Insertion professionnelle, j'ai un droit de regard sur ce qui se fait dès le départ dans la formation de ces jeunes, en concertation avec mes collègues. Mais est-ce que votre droit de regard, il est profond, puisqu'aujourd'hui, il est clairement établi que les établissements forment des étudiants, il y a des filières qui sont vraiment rébarbatives aujourd'hui, qui ne aucune réforme, aucun marché. Aucune réforme n'a été entreprise par mes collègues en charge des questions de formation sans que mon département n'ait été associé. Et la dernière réforme, c'est celui de l'enseignement supérieur. Le collègue Diawara a organisé des ateliers pour revoir un peu l'approche sur le contenu de formation, même sur les stages. Et ça, cet atelier, notre ministère a été étroitement associé. Mon collègue de l'enseignement technique, le ministre délégué en charge de l'enseignement technique, a organisé récemment un salon de l'enseignement technique. Et notre département ministériel était au cœur de ce salon. C'est-à-dire qu'en tant que ministre de l'insertion professionnelle, donc consommateur, a priori, de tous ces jeunes qui sortent du système scolaire, interface avec le secteur privé, oui, nous avons un droit de regard, comme le secteur privé aussi, de plus en plus, est associé à la réflexion et à la définition des curricula de formation. C'est un défi que nous avons, c'est-à-dire faire en sorte que nous soyons alignés entre les contenus de formation dans les écoles de formation et les besoins du secteur privé. Et même si, parce que les réformes ne produisent pas forcément des résultats à très court terme, des réformes, c'est pour produire des résultats soit à court terme, à moyen terme, à long terme. C'est pour ça que l'Agence Emploi Jeune développe aussi des formations à la carte. C'est-à-dire que même si des jeunes ont été formés et qu'il y a encore des besoins de renforcement des capacités, en lien avec le secteur privé, et vous avez certaines entreprises qui sont sur le plateau aujourd'hui, nous avons co-construit ensemble des programmes de formation pratique en cohérence avec les besoins de ces entreprises, de telle sorte que quand MEILA, par exemple, participation dit, écoutez, moi j'ai besoin de 413 jeunes, pour tel métier, l'Agence Emploi Jeune se met en rapport avec eux, une convention est signée, ces jeunes sont formés, nous payons une partie de la formation, ces formations se font avec l'entreprise elle-même et au bout, je vous garantis, nous avons entre 75% et 100% d'insertion pour ce dispositif d'approche pratique de formation de nos jeunes, en lien bien évidemment avec les autres ministres sectoriels. Alors, je remarque que vous développez le contact avec les entreprises. Nous savons bien qu'en Côte d'Ivoire, c'est à peu près 300 000 jeunes qui sont déversés sur le marché de l'emploi chaque année et que le secteur privé n'en prend que 100 000 et que vous, la fonction publique, vous n'en prenez que 20 000. Il reste à peu près 100, je ne suis pas un grand mathématicien, mais à peu près 180 000. Bon, là, jusque-là, vous ne parlez pas de cela, alors que c'est le gros... Si. Qu'est-ce que vous prévoyez? Quels sont les programmes qui sont réservés à ceux-là? Il faut bien comprendre d'abord, lorsqu'on dit qu'il y a 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail et que les emplois formels tournent aujourd'hui autour de 150 000, c'est-à-dire lorsqu'on combine, comme vous l'avez dit, les emplois générés par le secteur privé et par le secteur public, nous sommes autour de 150 000. Mais les autres 105 000 qui restent sont des jeunes qui, pour la plupart, s'installent à leur propre compte. Parce que tous les jeunes n'ont pas vocation à aller à un emploi salarié. Beaucoup veulent entreprendre. Beaucoup veulent faire des petits commerces. Beaucoup veulent aller à l'agriculture, s'installer à leur propre compte. Certains veulent faire l'élevage, etc. Ils veulent, mais est-ce qu'ils ont les moyens pour y aller? Mais c'est notre rôle. Le financement, mais c'est notre rôle. C'est notre rôle. C'est-à-dire on a développé tout un dispositif d'accompagnement des jeunes qui va au-delà de mon ministère. Il y a ce que nous faisons avec l'Agence Emploi Jeune, il y a ce que le ministère du Commerce, à travers le GUD, fait pour accompagner les PME. Donc on a une série de dispositifs d'accompagnement des jeunes vers l'entrepreneuriat pour ceux qui veulent entreprendre. Mais au-delà de l'accompagnement en formation et en financement, on pourra en parler tout à l'heure, le défi qui se pose à nous, c'est que ces jeunes qui vont s'installer à leur propre compte le sont pour la plupart dans l'informel. Donc l'un des défis du gouvernement, c'est d'améliorer le cadre réglementaire et donc de continuer à faire des réformes
pour réduire donc, le taux d'informalité. Je rappelle que lorsque le président Ouattara arrivait à la tête de ce pays, nous étions à 93%. Aujourd'hui, selon les dernières statistiques liées à l'emploi, nous sommes à 82%. Il y a quand même près de 10 points en moins. Mais ça reste encore élevé. Et donc, pour ce faire, il faut les accompagner. Un minimum de protection sociale pour ces jeunes. Nous avons décidé, par exemple, que tous les jeunes qui seront financés par l'Agence Emploi Jeunes, que ces jeunes soient forcément inscrits à la couverture maladie universelle et que ces jeunes soient donc inscrits au registre donc, pour les travailleurs indépendants. Est-ce que justement, Monsieur le ministre, ça ne fait pas des charges trop élevées pour les entreprises qui, du coup, vont faire attention à ne pas en prendre beaucoup? Le gouvernement, quand vous prenez le Code du travail et l'annexe fiscale, le gouvernement qui a une vue à 360 degrés et qui entend aussi le secteur privé, a mis en place une série donc, de mesures pour accompagner le secteur privé et l'encourager à embaucher les jeunes. Dans l'annexe fiscale, par exemple, toute entreprise qui emploie un jeune a un crédit impôt donc, qui va jusqu'à 1 500 000 francs par jeune. Les entreprises qui acceptent de prendre des jeunes en apprentissage ou en formation ou en stage ont des crédits impôts qui varient entre 100 000 francs et 750 000 francs. Donc c'est une série de mesures pour alléger les charges des entreprises et les encourager à embaucher. Bien évidemment, quand les jeunes vont en stage au sein de ces entreprises, ce que nous demandons, c'est qu'ils soient payés au SMIC, c'est-à-dire 75 000. Mais nous partageons donc le paiement de ce SMIC. Les entreprises payent à minima 30 000 francs CFA et le gouvernement met 45 000 francs à travers l'Agence Emploi Jeunes. Mais nous avons des entreprises qui prennent des stagiaires qui sont payés à 100 000, 150 000 francs CFA. Donc le gouvernement est conscient donc, des défis et des enjeux. Les stagiaires à 150 000? Bien évidemment, il y a des entreprises... Lesquelles, par exemple, pour qu'on aille postuler? Mais ils sont là, ils peuvent témoigner. Je vois certains chefs d'entreprise, en tout cas. On va donner la parole. Monsieur le ministre, laissez-nous donner la parole. Oui, je vois M. Fofana qui est parmi nous. Un micro, s'il vous plaît. Est-ce qu'Anassé, mon chef de plateau, est dans cette salle? D'accord, c'est bon. Monsieur Fofana, David Fofana, directeur général de Maélia, on va le dire, puisque vous travaillez avec le gouvernement. Alors, dites-nous. Parlez-nous de tout ce partenariat que vous avez avec le gouvernement. Déjà, je voudrais remercier donc, le ministère de la Jeunesse et de la promotion de l'emploi jeune pour nous avoir associés à cette foire et les différents partenariats qu'on a ensemble. Et c'est l'occasion de rappeler pour nous, on a un PND, vous le savez, en Côte d'Ivoire, de à peu près 114 000 milliards. Et ce PND est financé à 70% par le secteur privé, ce qui justifie donc notre présence aux côtés du gouvernement sur plusieurs actions. On va confirmer ce que le ministre Mamadou Touré a avancé tout à l'heure. Effectivement, si on prend l'exemple aujourd'hui de notre groupe Maélia Participation, donc avec ces 5 filiales qui opèrent en Côte d'Ivoire, nous avons en ce moment en formation 550 jeunes en partenariat avec l'Agence Emploi Jeunes. Et sur ces 550 jeunes, je vais vous annoncer, le ministre l'a dit tout à l'heure, il y a 413 jeunes qui seront insérés sûrement dans nos différentes filiales en Côte d'Ivoire et pourquoi pas à l'étranger, en Guinée par exemple, où nous opérons déjà depuis plusieurs années et au Sénégal où nous sommes déjà en activité. C'est pour vous dire qu'on est dans un programme qui est concret, qui est réel. Aujourd'hui, le gouvernement a une politique donc d'insertion à laquelle la jeunesse doit croire. Il faut déjà commencer à s'inscrire et à rentrer dans les différents critères parce que nous, les entreprises privées, nous, les opérateurs économiques ivoiriens, on a bien entendu, le président de la République l'a dit, il voudrait avoir un secteur privé plus conquérant et des champions nationaux qui s'affirment davantage. C'est pour ça que nous sommes à la disposition donc des différents ministères. On était avec le ministre de l'Enseignement technique il y a quelques jours déjà pour visiter certains lycées professionnels sur lesquels nous avons une réhabilitation à faire. Donc nous comptons vraiment accompagner le gouvernement sur l'ensemble des politiques pour pouvoir faire changer les tendances. Monsieur Fofana, merci beaucoup. Merci bien. Monsieur le ministre,
Avant de poursuivre, les populations aussi ont le droit de vous poser des questions. Oui, bien évidemment. Veuillez scanner le code QR qui va s'afficher au bas de votre écran et puis, voilà, vous m'enverrez vos questions que je poserai ensuite au ministre. Et par téléphone également. Par téléphone, bienvenue Kwao est quelque part dans l'un de nos jolis studios ici à la RTI. Elle va recueillir vos questions et les transmettre au ministre qui est avec nous, Monsieur Touré. Alors, Monsieur Touré, parmi ces opportunités, il y a 50 000 qui concernent les stages d'immersion pendant les vacances. Selon les observateurs, c'est très bien, c'est un choix stratégique. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'impact concret sur le chômage des jeunes? Alors, il faut d'abord comprendre ce que nous appelons les stages d'immersion ou jobs de vacances. Vous avez des enfants dans notre système scolaire qui ont un véritable problème d'orientation. Généralement, ce qu'on essaie d'organiser, c'est des journées carrière pour leur parler des opportunités. Et l'une des raisons fondamentales au chômage, c'est mauvaise orientation. La mauvaise orientation. Pour ce faire, quand vous prenez certains pays développés, dès la classe de 3e, les enfants font, pendant les périodes de vacances scolaires, 2 semaines de stage au sein donc, des entreprises. Ce que nous avons voulu faire, nous, au niveau donc, de la Côte d'Ivoire, depuis bientôt 3 ans, c'est de donner l'opportunité à ces enfants, donc à partir de la classe de 3e jusqu'à l'université, donc d'aller en immersion au sein d'une entreprise privée ou dans l'administration publique. Hamza, l'objectif concret, c'est quoi? C'est qu'un jeune qui, pendant son parcours scolaire, ne sait pas très bien ce qu'il veut faire. En année N, il a été dans un cabinet de médecine. En année 2, il a été peut-être dans un cabinet de comptabilité. En année 3, il a été dans un garage moderne, etc. C'est-à-dire que durant tout son parcours, il a touché la réalité du monde professionnel. Et ça lui permet donc de déceler en lui-même sa vocation. Voici les stages d'immersion. Job des vacances, parce que ça se fait pendant les périodes de vacances, et ça permet d'occuper sainement notre jeunesse, et ça leur permet aussi de préparer leur rentrée scolaire, parce qu'au bout donc, de ce mois d'immersion en entreprise ou dans l'administration, ils reçoivent un pécule qui récompense ou bien qui est en rapport avec le travail qui a été fait pendant ces 1 mois d'immersion. Et ça permet à beaucoup de ces jeunes qui sont de classes sociales pas élevées, donc d'avoir un peu de ressources pour leur rentrée scolaire. Donc ça règle le problème d'orientation des jeunes et ça règle aussi un problème social. Et parmi ces jeunes qui ont fait des stages d'immersion, moi j'ai été par exemple dans le sud Comoé, à Maféré, des jeunes qui ont fait, un jeune qui a fait un stage d'immersion au sein donc d'une mairie, a été finalement gardé par la mairie. Donc il a eu son premier emploi grâce au stade d'immersion et après il s'est retrouvé donc dans une autre structure. Donc c'est aussi pour certains, ceux qui sont plus âgés et donc qui ont un niveau supérieur, ça permet à certains de décrocher aussi une opportunité d'insertion. Alors, Monsieur le ministre, moi je suis dans la perspective. Vous mettez une ligne de, on va dire une ligne de crédit. Moi j'avais appelé ça comme ça, peut-être de 4 milliards en faveur des entreprises qui aident les jeunes. Mais vous savez bien que ça reste marginal au regard de l'ampleur de la situation. Ça veut dire, on voit la rigidité des banques qui peuvent accompagner aussi. Mais on voit une rigidité, notamment dans les conditions d'octroi de petits crédits aux jeunes gens. Je ne suis pas convaincu que ces jeunes puissent remplir ces conditions qui sont absolument contraignantes. Alors, vous, quelle est la stratégie que vous développez pour prendre en charge cette problématique? Alors, votre diagnostic et analyse est totalement juste. Malheureusement, nos banques ne sont pas suffisamment adaptées à un certain nombre de réalités, notamment lorsqu'il s'agit donc d'accompagner les tout petits entrepreneurs. C'est pour ça que nous retenons vers les microfinances. Les microfinances ont des structures beaucoup plus adaptées. Hier, j'ai co-présidé avec le ministre de l'Intérieur et le président de la RDCI une réunion qui a réuni toutes les régions donc, de Côte d'Ivoire, puisque dans la mise en œuvre de notre stratégie d'insertion des jeunes, le gouvernement, à travers mon ministère, a délégué aux conseils régionaux une partie des prérogatives en matière donc, de conduite et de mise en œuvre de la politique d'insertion en territoire, puisque tout n'est pas Abidjan, Boaké, il faut aller en sous-préfecture, etc.
Et sur le volet entrepreneuriat, nous travaillons vraiment avec les microfinances. Même là encore, donc, la réunion a permis donc, de relever quelques difficultés. Donc c'est un débat sur le financement. Ce que le gouvernement a apporté déjà comme réponse, première réponse, c'est la mise en place de fonds de garantie. Justement, comme les banques, pour certaines, ne veulent pas prendre de risques, donc le gouvernement met en place des fonds de garantie en demandant aux banques d'accepter donc de financer les jeunes, souvent partageant donc ces risques avec ces jeunes. D'autres mécanismes donc, de financement sont en cours de réflexion. Mais c'est vrai que le débat, c'est de dire que quand un gouvernement mobilise autant de ressources, autant d'énergie, met en place autant de structures, aujourd'hui il y avait Côte d'Ivoire PME, GUD PME, pour accompagner les entrepreneurs, etc., nous sommes dans un écosystème où vous avez l'État qui peut apporter un fonds de garantie, vous avez les entrepreneurs qui ont des besoins de financement, qui ont souvent des très belles idées, et puis vous avez un secteur privé bancaire qui doit accompagner cette initiative. Mais ce que les jeunes doivent comprendre, c'est d'abord l'argent des banques. Et malheureusement, elles ne prennent pas encore trop de risques. Et donc, si à leurs yeux, un programme présente trop de risques, elles n'acceptent pas de le financer. Et donc, nous essayons donc, de pallier un peu à cela à travers la formation donc, des jeunes. Un entrepreneur doit avoir un minimum de formation et de compétences. Et puis, la mise en place donc, de différents mécanismes de garantie pour accompagner donc, certains jeunes. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, Monsieur le ministre, quelques chiffres qui étaient, vous les avez annoncés, ils étaient impressionnants. 3 400 emplois directs, plus de 13 000 stages, plus de 20 000 formations, plus de 14 000 bénéficiaires TIMO, plus de 6 000 projets financiers. Comment vous assurez le suivi réel de ces bénéficiaires? Alors, déjà, au lendemain de la foire, nous avons mis en place un comité de suivi. Les entreprises sont nos partenaires. C'est-à-dire que nous avons mis en place un dispositif, une plateforme où vous avez l'agence emploi jeune et chacune des entreprises qui est représentée. Ce qui nous permet de faire un reporting périodiquement. Les entreprises nous diront, écoutez, moi à la foire, je fais X nombre d'entretiens. Même en situation post-foire, sur le nombre de jeunes avec lesquels j'ai eu un entretien, voici les profils que j'ai pu recruter et voici le type de contrat que j'ai pu avoir pour ces jeunes. C'est des CDD ou des CDI. Et c'est la compilation de toutes ces informations qui nous permet de sortir ces statistiques. On ne se contente pas des statistiques. L'agence emploi se donne les moyens d'aller souvent en entreprise pour aller constater que ces jeunes sont en activité. D'ailleurs, vous verrez qu'à l'occasion de cette fois, énormément de jeunes ont été pris sur leur lieu de travail et ont pu témoigner. Et je me réjouis que dans cette salle, pour cette émission, vous ayez invité certains de ces jeunes qui ont décroché soit un premier emploi ou un autre emploi à l'occasion de la foire. Donc un mécanisme de suivi a été mis en place qui regroupe le gouvernement à travers mon département ministériel, le secteur privé et donc les représentants donc, des jeunes, et on fait donc un suivi quasiment périodique. Monsieur le ministre, moi je veux m'attarder sur un peu les projets TIMO par exemple. Je me dis, les projets TIMO, ça ne peut pas être les perspectives qu'on peut donner à notre jeunesse qui est formée dans les écoles. Je comprends que les jeunes qui sont de façon résiduelle dans les quartiers peuvent, de façon circonstancielle, profiter de ces emplois saisonniers-là pour pouvoir se lancer dans une autre activité, se faire un peu de ressources. Mais que ce soit la perspective qu'on donne à nos jeunes diplômés, moi je trouve cela quand même assez gênant. Quand même. Parce que moi je ne peux pas. Est-ce que M. Touré, vous êtes prêt à accepter que votre fils qui vient de faire le baccalauréat ou le BTS, qu'il soit orienté vers des projets TIMO? Est-ce que vous, M. Touré, vous êtes disposé à donner une telle perspective à votre fils? Je vais vous répondre en toute franchise. D'abord, vous expliquer et dire que je ne suis pas d'accord avec cette mentalité. Et c'est d'ailleurs ce qu'il faut qu'on change dans notre pays. D'abord, l'explication. Vous savez, il n'y a pas une jeunesse ivoirienne. Vous avez des jeunesses ivoiriennes qui ont des réalités différentes. Vous avez certes des jeunes qui ont été à l'école, qui ont de très haut niveau et qui aspirent à avoir donc des emplois de très haut niveau. Le Premier ministre en a parlé, c'est l'élite. Vous avez des jeunes déscolarisés, vous avez des jeunes en milieu rural qui n'ont pas eu un parcours scolaire, qui n'ont pas pu être à l'université. Vous avez des jeunes marginalisés qui ne demandent qu'à intégrer donc, le tissu économique. La responsabilité d'un gouvernement, c'est de traiter toutes les couches de jeunes.
Donc, quand vous prenez l'ensemble de nos programmes, chaque programme s'adresse à une catégorie de jeunes. Lorsqu'on vous parle des stages pré-emploi, ce sont les étudiants qui ont fini les études, qui ont besoin d'une expérience professionnelle. Ce sont ces enfants qui sont dans les lycées professionnels ou lycées techniques, qui ont appris un métier et qui ont besoin de se perfectionner au sein d'une entreprise. Lorsque vous prenez les TIMO, ce sont des jeunes sans qualification, souvent sans niveau, mais qui ont aussi besoin d'avoir une activité. Donc les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, puisque ces jeunes, pour la plupart, ne savent faire que les travaux manuels, ces jeunes, on leur permet d'avoir une première activité. Mais les TIMO, c'est 6 mois. Alors, l'idée, ce n'est pas de les prendre 6 mois et puis les abandonner, mais c'est tout un parcours donc, vers l'insertion durable. C'est-à-dire que pendant ces 6 mois, ces jeunes sont formés à l'entrepreneuriat. Et au bout des 6 mois, 100% de ces jeunes bénéficient d'un financement pour s'installer à leur propre compte dans le cadre des activités génératives de revenus. Justement, là où je dis que je ne suis pas d'accord avec vous, c'est-à-dire que quand vous allez dans les pays anglo-saxons, il n'y a pas ces a priori, il n'y a pas de saut métier. Je veux dire, je peux être diplômé dans un domaine précis et je peux de façon structurelle avoir des difficultés à avoir un emploi. Mais je peux accepter momentanément de me reconvertir dans un autre secteur qui me permet d'avoir du revenu, etc. Moi, j'ai échangé avec un chef d'entreprise avant de venir ici. Il m'a dit, mais monsieur le ministre, il y a souvent la main-d'œuvre qu'on recherche qu'on ne retrouve pas. Les conducteurs d'engins, par exemple, tournent autour de 405 000 francs par mois. Les engins qui permettent donc de tirer le goudron lorsqu'on fait le bitume, les conducteurs vont jusqu'à 1,5 million, 2 millions par mois. Dites-moi, dans notre administration publique, combien de directeurs arrivent à avoir cette somme? Donc, il faut qu'on ait assez de flexibilité. Jamais on ne voudra que quelqu'un qui a un bac plus 8 aille faire des TIMO. Donc, on cherche à mobiliser des opportunités d'un certain niveau pour eux. Mais il ne faut pas non plus mépriser ces jeunes qui, malheureusement, ce n'est pas leur faute. Ils n'ont pas pu avoir l'opportunité soit d'aller à l'école et gagnent en âge et ont besoin d'avoir une activité économique. Les TIMO, c'est un tremplin. C'est ça. C'est le premier tremplin qui leur permet donc de rentrer donc dans la vie économique et d'être des hommes dignes. Monsieur le ministre, en 2025, sur les 3426 jeunes qui ont obtenu un emploi salarié, c'est quoi aujourd'hui le taux de maintien en poste? Alors, le chiffre qu'on vous a donné, ce sont les statistiques qui ont été recueillies auprès donc, des entreprises avant la foire, puisque, bien évidemment, lorsque nous organisons donc, la 3e édition de la foire, il faut bien faire le bilan de la foire précédente. Tout à fait. Donc, ce sont des jeunes qui sont en activité, au regard donc, des statistiques qui sont données donc, par ces entreprises. Parce que la plupart des jeunes qui sont recrutés directement le sont en CDD et en CDI. Donc, les 3426 jeunes sont des jeunes qui sont en activité au sein donc, des entreprises. Et vous nous assurez que ce sont majoritairement des emplois durables et non des contrats précaires? Mais le Code du travail en Côte d'Ivoire prévoit, dans le cadre donc, de contrat de travail, un CDD et un CDI. Donc, ce sont des emplois durables. Maintenant, la compétence du jeune, son sérieux au travail et sa capacité à répondre aux attentes de l'entreprise vont lui permettre de garder durablement son emploi. Parce qu'une entreprise ne fait pas du social. Hein. Une entreprise fait du business et l'entreprise cherche donc la meilleure compétence possible pour se développer. Et c'est pour ça qu'il y a un challenge permanent. Il faut que même en ayant décroché un premier emploi, le jeune se monte à la hauteur des besoins donc, de l'entreprise. Nous avons des jeunes dans cette salle qui sont venus, qui sont parmi le public. Cissé Souleymane fait partie de ces jeunes-là. Il est bénéficiaire, il a été bénéficiaire de 15 millions de francs CFA pour développer une chaîne de supérettes qui emploie aujourd'hui une trentaine de personnes. Est-ce que Souleymane est dans cette salle? Est-ce qu'il fait partie? Souleymane Cissé? Un micro pour Cissé. Un micro pour Souleymane. Allez-y, allez-y. Bonsoir, Président. Bonsoir, Souleymane. Alors, dites-nous tout. Dites-nous. J'ai sollicité l'emploi jeune quand ils étaient au palais de la culture. Vraiment, ils ont répondu à ma demande. D'abord, j'ai fait un suivi avant de m'intéresser à ce qu'ils sont en train de faire. Je suis allé à Grand Laou
j'ai assisté à ce que le ministre est en train de faire à Grand Laou, l'ambition qu'il a pour la jeunesse ivoirienne. En tant que jeune opérateur économique, c'est comme ça que je me suis intéressé au projet. Moi, je fais la distribution alimentaire, les supérettes. C'est ma formation de base. Bon, sûrement beaucoup de langage. J'ai juste fait un accident. Non, ça va bien. J'ai tenu à être là pour féliciter le ministre pour ce qu'ils font pour la jeunesse ivoirienne. Seulement, ce qu'on demande vraiment à la jeunesse, c'est d'être sérieux dans ce qu'ils font. Sinon, je pense que l'État a beaucoup d'ambition pour la jeunesse ivoirienne. Parce que moi-même, je suis un exemple palpable de ce projet. J'ai fait mon projet à moi-même. J'ai commencé en 2014. Aujourd'hui, j'ai une trentaine d'employés. J'ai au moins 5 supérettes que j'ai fait à Yopougon. Merci. Merci beaucoup. Donc, je remercie beaucoup ce que le ministre fait pour la jeunesse. Il faut que les gens se mettent au travail. Ils n'ont qu'à comprendre cela. Parce que moi, j'ai été à certaines situations de l'emploi jeune, comprendre le fonctionnement de l'emploi jeune. Comment l'emploi jeune fonctionne, ce qu'ils font pour les jeunes Ivoiriens. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour nous, les jeunes Ivoiriens, ils sont en train de faire. Moi, j'ai commencé à travailler ici. Mon premier magasin, je l'ai fait en 2014. Je l'ai fait à mes propres moyens. C'est maintenant que je m'approche à l'État pour soumettre mon projet à l'État pour voir ce que l'État peut faire pour qu'on puisse trouver du travail pour tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Souleymane Cissé, merci beaucoup. Bénéficiaire donc de 15 millions de francs CFA, un exemple parmi tant d'autres qui a tenu à être avec nous ce soir, comme beaucoup d'autres, mais qui malheureusement ne pourront pas prendre la parole tant le temps il est limité, hein, monsieur le ministre. C'est beau à entendre avec tant d'émotions, monsieur le ministre, mais il y a beaucoup d'entreprises qui disent avoir du mal à recruter certains profils parmi tous ces milliers ou millions même hein, de jeunes diplômés. On se souvient même de cette sortie du PAN, le président de l'Assemblée nationale qui disait que le problème en Côte d'Ivoire, c'est moins le problème d'emploi que de compétences. Oui, elles sont là, les entreprises. Dans leur politique de développement, elles ont souvent besoin de compétences techniques et de compétences précises. Et malheureusement, nous avons, face à ces compétences, souvent des profils qui ne correspondent pas. C'est d'ailleurs pour cela que le gouvernement a fait du capital humain un axe central du prochain PND. Le programme du chef de l'État pour les 5 prochaines années, le développement du capital humain, donc figure comme pilier, l'un des piliers principaux. Ça veut dire quoi? Que dans les prochaines années, l'orientation très claire donnée par le chef de l'État et qui est mise en œuvre par le gouvernement à travers le Premier ministre, c'est de développer donc, les formations techniques et professionnelles et faire en sorte qu'une tendance soit inversée. Qu'on ait, au fil des années, de moins en moins de jeunes qui vont vers l'enseignement général et de plus en plus de jeunes qui vont vers l'enseignement qualifiant, technique, etc. Lorsque nous arriverons à faire cela, comme cela est en train de se faire, nous allons réduire le fossé qu'il y a entre les besoins exprimés par un secteur privé qui est de plus en plus dynamique et ces nombreux jeunes qui sont formés et qui viennent sur le marché du travail. Mais ce que je dis, et j'insiste là-dessus, parce que nous avons aussi un devoir de vérité à l'endroit de notre jeunesse. Le monde bouge. Moi, j'ai regardé des statistiques récemment et j'ai passé un panel à l'occasion du FEMUA. Avec aujourd'hui le développement de l'intelligence artificielle, ce sont près de 178 millions d'emplois qui seront créés dans le monde d'ici 2030.
mais c'est en même temps 98 millions d'emplois qui vont disparaître. Donc vous avez un solde positif de près de 70, ou un peu plus de 70 millions d'emplois. Ça veut dire quoi? Ce monde va réussir à ceux qui savent s'adapter. Les emplois d'hier ne sont pas forcément les emplois d'aujourd'hui. Les emplois d'aujourd'hui ne seront pas forcément les emplois d'il y a 5 ans. C'est pour ça que nous devons avoir cette capacité d'adaptation. Et c'est pour ça que le rôle du gouvernement, à travers ces écoles, c'est d'avoir des programmes qui permettent donc chaque fois d'adapter le contenu des curricula de formation pour que, en cohérence avec l'évolution du marché du travail, les jeunes puissent en tout temps et en toutes circonstances se former. J'ai fait un diplôme en RHCOM. Il y a beaucoup de gens en RHCOM sur le marché du travail. J'ai eu un BTS, je n'arrive pas à avoir du boulot, ou bien j'ai du boulot dans un secteur donné, mais qui disparaît. Je dois avoir cette flexibilité pour aller donc me reformer pour compétir pour d'autres boulots. Et d'où les formations de reconversion développées par le gouvernement à travers notre département ministériel. Et quels sont aujourd'hui les secteurs qui recrutent réellement en Côte d'Ivoire, Monsieur le ministre? Vous avez aujourd'hui des secteurs porteurs dans l'agriculture, l'agro-industrie, vous avez dans le secteur du BTP. Aujourd'hui, vous avez un secteur qui est en plein essor, le domaine des mines, et pétrole, etc. Donc, ce sont des secteurs porteurs. Dans le domaine digital numérique, je vous ai parlé de l'intelligence artificielle, nous avons de nouveaux métiers liés au numérique. Donc, les secteurs sont connus. C'est pour ça que, d'un point de vue stratégique, et ça, je m'adresse à tous les jeunes, en fonction des projections économiques et des secteurs qui sont dits des secteurs porteurs, adaptez votre formation. N'acceptez pas parce que vous avez des écoles privées qui peuvent proposer des formations par-ci, par-là. Soyez vous-même exigeants. Donc, en ayant un minimum d'informations sur ces secteurs porteurs, vous acceptez de faire des formations pour être en emploi. Donc, les réalités économiques du Poro, du Cavali ou encore du Sud Comoé sont forcément différentes de celles d'Abidjan. Les opportunités qui sont proposées à l'intérieur du pays, est-ce qu'elles sont adaptées? Est-ce qu'elles sont adaptées aux potentialités locales, Monsieur le ministre? Alors, nous avons des programmes qui s'adaptent en fonction des réalités économiques. Moi, je dis la vérité. Près de 80% du tissu économique se trouve en zone sud, avec les 2 ports que nous avons, Abidjan et San Pedro. Donc, beaucoup d'entreprises préfèrent s'installer pas trop loin parce que vous avez le port qui permet d'exporter vite. Aujourd'hui, ce que le gouvernement essaie de faire, c'est Parce que si ça continue ainsi, un exode massif va être... non, ce que le gouvernement essaie de faire, c'est de décentraliser les zones industrielles et les agropoles. Et donc, c'est de faire en sorte qu'on ait de grands pôles économiques dans différentes régions. Mais en attendant, les réponses qui sont apportées pour l'insertion des jeunes le sont en fonction des réalités économiques de chaque région. Bien évidemment, si vous cherchez des profils pour travailler dans des industries, vous avez beaucoup plus d'industries dans la zone sud. Si vous allez peut-être, je dis n'importe quoi, à Vavois, ou si vous allez peut-être à Koubli, où il y a moins d'industries, mais la plupart des jeunes qui sont là-bas le sont dans le secteur agricole. Et ces jeunes n'ont pas forcément un besoin pour travailler dans une industrie parce qu'ils n'ont même pas la qualification pour, mais ils ont besoin de financement pour faire de l'élevage, pour faire de la culture, pour faire du vivrier, pour faire de la transformation, la petite transformation. Donc, en fonction des réalités économiques, vous avez des réponses qui sont adaptées avec beaucoup plus de financement d'entrepreneuriat ou bien beaucoup plus de profilage pour un emploi salarié. Et généralement, c'est dans les grands pôles économiques où nous retrouvons beaucoup d'entreprises que nous avons des véritables besoins en termes de profil. Est-ce que vous pouvez nous faire un point des ressources transférées dans les régions et surtout les résultats qui ont été obtenus? Oui, nous avons, dans le cadre de la maîtrise du voirie délégué, parce que ça aussi, ça répond à une préoccupation. Le gouvernement n'a pas voulu tout concentrer à Abidjan dans les grandes villes. Parce que vous avez aussi énormément de jeunes qui sont en milieu rural. Alors, quel est l'instrument par lequel nous pouvions passer pour toucher ces jeunes qui sont en milieu rural? Nous avons estimé que c'était les conseils régionaux qui ont une zone de couverture large et qui prennent en compte les sous-préfectures. Et donc, avec l'appui de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement, c'est près de 61 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés et qui ont été transférés aux régions. Et ces régions aujourd'hui, toutes les régions de Côte d'Ivoire, mettent en œuvre aujourd'hui une politique d'insertion.
en faveur des jeunes. Ça peut être des financements donc, pour l'entrepreneuriat. Ça peut être donc l'apprentissage en milieu rural. Ça peut être même des TIMO. Ça peut être donc les associations villageoises d'épargne et de crédit. Donc, tout ça est mis en œuvre par les conseils régionaux. J'ai eu l'opportunité de faire un point avec l'ensemble des régions, je l'ai dit tantôt, avec le ministre en charge de la décentralisation. Nous avons aujourd'hui des résultats probants. D'ailleurs, le PGDEC donc finit donc, en décembre, le 31 décembre, et le CDD emploi, ce financement de l'AFD, finit donc le 31 décembre 2027. Et donc, nous sommes en train de réfléchir avec ces partenaires sur, donc, au regard des résultats probants que nous avons eus, sur la mobilisation de ressources supplémentaires pour pérenniser. Et le gouvernement a décidé aussi, avec l'appui des partenaires, de faire des études pour des politiques d'insertion professionnelle en région. Nous aurons une stratégie pour des politiques d'insertion au niveau national, mais chaque région doit avoir sa politique d'insertion professionnelle. Et il y a 2 régions pilotes actuellement qui sont en train d'expérimenter l'élaboration d'une politique d'insertion locale. D'accord. Si tu permets, je sais que vous allez démentir cela. La fois vous m'avez invité à la foire de l'emploi. Mais finalement, je suis allé sans vous. Je suis allé discrètement. J'ai vu que je n'ai pas vu une très grosse mobilisation des industries. J'ai vu des cabinets, c'est vrai, c'est souvent eux qui recrutent pour les industries, mais je n'ai pas vu un grand engouement. Bon, moi, je suis en contact régulièrement avec les industriels. Ils ne m'ont pas démenti. Est-ce que c'était aussi votre remarque? Le deuxième point, c'est, je sais que sur le programme 2023-2025, le gouvernement avait cherché à déployer près de 1118 milliards de francs CFA. Finalement, vous avez mobilisé 960 milliards de francs CFA. Mais vous, qui êtes le premier maillon de la recherche de l'emploi pour les jeunes, quelle a été votre part dedans? Où est-ce que vous avez investi l'argent que votre département a réussi pour que nos jeunes puissent s'épanouir davantage, l'objectif puisse être atteint de donner de l'emploi à nos enfants? Vous me poursuivez à cette question. Donc, après la conférence avec l'AIP, je vous retourne à la même question. Mais non, mais je vais vous répondre. Nous avons mobilisé près de 148 entreprises et cabinets de recrutement. Vous devez comprendre aussi la stratégie de recrutement des entreprises. Vous avez des entreprises, et les plus grosses, dans le domaine du BTP, par exemple, vous avez d'autres entreprises qui sont là, qui viennent elles-mêmes, à travers la direction des ressources humaines, recruter directement. Mais beaucoup d'entreprises passent par des cabinets de recrutement. Beaucoup d'industries passent par des cabinets de recrutement. Le plus important, c'est de regarder les profils. Vous verrez que la plupart des profils recherchés le sont pour des industries. Mais le recrutement se fait aussi par des cabinets donc, de recrutement. Mais les BTP qui sont votre fer de lance, en général, les BTP ne recrutent. Les BTP que vous regardez, qui vraiment constituent l'épine dorsale de votre politique en matière de recrutement, mais c'est des emplois, généralement, des emplois non durables, vous le savez. Parfois, c'est un chantier qu'on fait, c'est un édifice qu'on construit, et puis après, on abandonne le jeune. Bon, l'éternel recommencement. Bon, vous pensez que ça peut être quelque chose qui peut donner de l'espoir à nos jeunes? Non, il faut vraiment comprendre comment ça se passe. D'abord, je ne vais pas faire de publicité, mais les plus grosses entreprises en BTP sont à la foire. Si vous allez, vous les verrez. Les plus grosses entreprises en BTP sont à la foire. Vous avez l'une des entreprises qui cherche à recruter aujourd'hui plus de 1000 personnes. Il y en a qui sont en train de recruter près de 400 personnes. Pour un chantier et après les abandonner. Mais généralement, c'est comme ça. Pour un chantier, après les abandonner. Non, écoutez. On va laisser le ministre. Écoutez, il faut bien comprendre la logique économique. Les entreprises compétissent pour avoir des marchés. Et elles exécutent des marchés. Et quand ces marchés finissent, elles essaient donc d'avoir d'autres marchés. Et donc, tout l'intérêt de la dynamique économique aujourd'hui, avec un pays qui est en construction, c'est de façon durable avoir donc cette possibilité pour les entreprises de participer à l'effort national de construction de ce pays. Donc, si une entreprise construit, par exemple, fait une route donc allant de tel endroit à tel endroit, mais la même entreprise essaie donc de compétir pour avoir d'autres tronçons de route, etc. Donc, ces jeunes qui ont pu travailler sur un projet qui souvent dure 2 ans, 3 ans, mais c'est 2 ans, 3 ans de revenus, c'est 2 ans, 3 ans d'expérience professionnelle. Le jour que la même entreprise a un autre marché ou une autre entreprise a un autre marché et cherche donc des gens qui sont expérimentés, le jeune justifie donc l'expérience qu'il a eue. Donc on a un marché de l'emploi qui est dynamique.
le plus important, c'est d'avoir une jeunesse compétente. Lorsqu'elle est compétente, elle ne peut pas chômer. Et je peux vous dire que certaines entreprises sont obligées aujourd'hui, face au déficit qu'on a dans certains secteurs, de recourir à la main-d'œuvre étrangère pour combler leur déficit en main-d'œuvre. Ce que je voulais dire aux jeunes, donc aux jeunes Ivoiriens, c'est que si donc la politique que le président est en train de mettre en œuvre, si nous arrivons donc à monter en puissance en termes donc, de développement des compétences de nos jeunes et qu'on a des jeunes très bien formés, ce n'est pas le marché ivoirien seulement. Ils sont compétitifs dans toute la sous-région. Il y a l'une des entreprises qui dit tout à l'heure qu'elle a démarché donc, en Guinée et que parmi les jeunes qui sont recrutés, certains iront travailler en Guinée ou à Dakar. Vous, finalement, ce n'est pas les autres qui viendront chez vous. Quand vous êtes compétent, vous n'êtes pas compétent seulement pour votre pays. Vous êtes compétent pour le monde entier. Et donc, le plus important, c'est le développement donc, des compétences et c'est ce sur quoi le gouvernement va mettre beaucoup d'efforts les années à venir. Monsieur le ministre, nous allons passer aux axes suivants, mais avant, nous avons des questions sur la tablette. Il y en a tellement. Jusqu'à la tablette est en train de bugger. Nous avons aussi des questions par téléphone. Mais avant, il y a une édition de la foire qui est annoncée à Paris, monsieur le ministre, pour capter les compétences ivoiriennes de l'extérieur. Quelles sont les mesures concrètes que vous comptez proposer pour convaincre les jeunes cadres de la diaspora de revenir travailler en Côte d'Ivoire? Non, ça répond d'abord, l'approche va changer, mais ça répond d'abord à une préoccupation. Lorsque nous avons organisé les 2 présentes foires, vous avez certaines entreprises qui cherchaient des profils très qualifiés de très haut niveau. Et ces profils, on les retrouve très souvent au niveau de la diaspora. Et donc, nous avons, en accord avec certaines entreprises, émis l'idée d'aller vers la diaspora ivoirienne pour aller rechercher ces profils-là qui correspondent aux besoins de certaines entreprises. Le ministère en charge, le ministère délégué en charge de l'intégration africaine va organiser le forum des diasporas avec à peu près la même idée, en mobilisant donc les compétences dont nous avons décidé de travailler avec ce ministère. Donc finalement, en lieu et place de la foire de la diaspora, nous allons intégrer le dispositif du ministère de l'intégration africaine et nous allons organiser donc au mois de juin, ensemble, cette activité qui permettra donc de détecter donc les meilleurs talents donc au niveau de la diaspora. Au-delà de la diaspora, c'est vrai que là, nous avons jusqu'à jeudi pour la foire à Abidjan, mais dès le 1er juin, nous nous déployons à l'intérieur du pays, vous l'avez dit. C'est-à-dire qu'il y a près de 27 régions qui vont accueillir donc, toutes ces opportunités qui sont mobilisées. Et si on n'arrive pas à les pourvoir toutes à Abidjan, mais nous allons offrir les mêmes opportunités aussi aux jeunes qui sont à l'intérieur du pays. Il y a 31 régions. Les autres, vous en faites quoi? Pourquoi pas toutes les 31 régions? Alors, nous avons choisi les régions en fonction donc, des profils recherchés et en fonction donc, de la couverture donc, de l'agence emploi jeune. 27 sur 31. 27 sur 31. Et l'année prochaine, peut-être que nous irons donc les 31 régions. Mais, alors, je rappelle que l'année dernière, c'était seulement Abidjan. Donc, c'est déjà une bonne progression de partir d'Abidjan et de toucher 27 autres régions à l'intérieur du pays. Bonsoir, monsieur le ministre. Mamadou Touré, c'est Fofana qui parle. Est-ce qu'un jeune qui n'a pas de diplôme peut intégrer la fonction publique après plusieurs années d'expérience professionnelle acquise dans plusieurs domaines d'activité? Première question. Arthur nous demande, est-ce que cette insertion professionnelle des jeunes mène à l'embauche jusqu'à une retraite garantie? Ça, c'est la deuxième question. Je vais en prendre 5, 4 ou 5 pour vous. Bello Alassane demande, bonsoir, monsieur le ministre, pourquoi le ministère de la Jeunesse ne fait pas la journée de l'emploi à l'intérieur du pays? Bon, vous y avez répondu. Yakwasi demande, comment permettre à la jeunesse d'investir aujourd'hui en payant moins d'impôts pour débuter une PME? Voilà des questions. On va en prendre d'autres par téléphone. Bienvenue, Kwao. Si vous nous recevez, vous allez transmettre quelques questions à monsieur le ministre. 3, s'il vous plaît. Bienvenue, Kwao. Bonsoir, Hamza. Bonsoir à tous. La jeunesse ivoirienne nous suit ce soir. Nous recevons énormément d'appels des 4 coins du pays. Voici la première vague de questions. La première question est de monsieur Kwame Mathieu. Il nous a joint d'Aloa. Il affirme que plusieurs jeunes ayant participé à diverses formations qui ont été diplômés ne sont toujours pas insérés dans des emplois. Il souhaiterait savoir quelles sont les différentes raisons. Pour sa part, il dit avoir 3 certificats à son actif.
La deuxième question est de M. Doumbia. Il nous a joint d'Anyama. Il dit que son fils a effectué une école de formation à l'issue de laquelle il a été diplômé et a eu un stage souffrant d'un handicap auditif. Il a été renvoyé de l'entreprise et depuis lors, il a du mal à retrouver du travail. Sa question, est-ce que M. le ministre pourrait aider son fils à retrouver un emploi? Je m'arrête sur cette question de M. Bourré Carlos. Il nous a joint de Diokwe. Il est gérant d'une entreprise qui évolue dans le secteur du vivrier. Sa question, qu'est-ce qu'il en est concrètement du crédit d'impôt qui doit être appliqué aux entreprises qui embauchent des stagiaires? Il dit ne pas en bénéficier. Je m'arrête là pour cette première vague. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue, Kwao. Alors, Monsieur le ministre, voilà quelques questions pour vous, mais vous avez deux minutes et demie pour répondre à toutes ces questions. Écoutez, je vais essayer. Alors, le premier dit qu'il est diplômé, il est sans diplôme et il veut rentrer à la fonction publique. Mais pour rentrer à la fonction publique, il faut d'abord passer un concours et ces concours correspondent donc à des profils et à des diplômes. Et donc, s'il n'a pas de diplôme, moi, je lui conseillerais donc de faire une formation qualifiante ou une formation diplômante. Et puis, dire que rentrer à la fonction publique, ça aussi, c'est une autre vérité qu'il faut qu'on dise à notre jeunesse. Vous avez aujourd'hui un peu plus de 300 000 fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Vous avez chaque année près de 300 000 personnes qui passent le concours. Pour à peu près... tout poste confondu, 30 000 postes disponibles. Ça veut dire que structurellement, 270 000 personnes, même si elles étaient toutes compétentes, ne peuvent pas rentrer à la fonction publique. La fonction publique n'est pas la solution. Vous avez beaucoup de jeunes qui travaillent, qui ne sont pas fonctionnaires, qui décrochent des emplois dans des entreprises privées. Vous avez des jeunes qui entreprennent. Il a eu 15 millions de francs CFA, il fait son activité, il emploie de 30 personnes. Donc ce que je veux lui dire, c'est que s'il pense qu'il a une vocation pour aller à la fonction publique, qu'il s'assure qu'il remplit toutes les conditions pour aller à la fonction publique. C'est ça. Sinon, qu'il cherche à faire donc, des formations qualifiantes. Il peut même sans niveau, hein, il peut même passer un concours professionnel pour entrer dans un lycée professionnel. Il peut s'approcher de l'agence emploi jeune pour avoir une formation à la carte, une formation qualifiante, etc. Et ça lui permettra peut-être donc de travailler. Quelle garantie nous donnons? Est-ce qu'une insertion professionnelle des jeunes, est-ce que cette insertion mène à l'embauche jusqu'à une retraite garantie? Oui. C'est-à-dire que si vous arrivez à décrocher un emploi, que vous soyez en CDD ou en CDI, je distingue les deux. En CDD, c'est un contrat à durée déterminée. Donc, c'est en fonction du niveau de satisfaction de l'employeur que le contrat est reconduit. Mais il est reconduit, et c'est au maximum 2 ans. Et après 2 ans, vous passez en CDI. Et quand vous êtes en CDI, il y a les charges sociales, vous cotisez pour votre retraite, l'entreprise aussi prend en charge une partie donc, des cotisations, etc. Mais ce qui garantit réellement votre emploi, c'est le professionnalisme, le sérieux que vous mettez donc dans le travail. Parce que si au bout, vous êtes absent, vous n'êtes pas performant, mais la loi prévoit aussi que l'entreprise, dans certaines conditions, puisse se débarrasser de vous. Donc la garantie donc, de votre emploi, c'est votre compétence et votre sérieux donc, dans le travail. Donc pour la journée, oui, mais donc on a la fois de l'emploi qui se déploie donc, dans 27 régions, à partir donc, du 1er. Donc cette question, vous en avez Alors comment parlé. Payer moins d'impôts? C'est ça? Comment permettre à la jeunesse d'investir aujourd'hui en payant moins d'impôts pour débuter une activité, une PME? Le gouvernement apporte une réponse concrète, le statut de l'entrepreneur. Vous approchez le ministère du Commerce qui met en œuvre donc, cette politique. Bien évidemment, le ministère de la Jeunesse donc, accompagne donc, ce dispositif. Lorsque vous obtenez le statut de l'entrepreneur, vous avez une taxation qui est plafonnée à 5%. Donc vous êtes entre 2,5 et 5%. Donc, de taxes d'impôts que vous payez. Et ça, c'est pour encourager donc, ces PME qui débutent ces jeunes qui débutent et qui ont besoin d'un accompagnement et donc qui
en payant peut-être trop de charges sociales, peuvent voir leurs activités plombées, etc., vous avez le statut d'entrepreneur. Donc je lui demande de se rapprocher de l'Agence Emploi Jeune ou du ministère du Commerce et de l'Industrie, de GUD PME. Il aura toutes les informations. Mais le statut de l'entrepreneur, on est bien obligé de l'admettre, tâtonne, parce que ça fait depuis quelques années qu'il a été mis en place. Moi, j'ai visité plein de jeunes qui veulent bénéficier de ce statut, mais les résultats ne sont pas toujours à la hauteur. Non, moi, on aurait dû attendre. Non, moi, je ne comprends pas ce que vous dites. Vous avez un texte qui crée un statut. Et vous avez les conditions d'accès au statut. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce narratif, parce que ce narratif tend à décourager des jeunes. C'est-à-dire, il faut d'abord aller à l'information. Celui qui pose la question, là, je ne suis même pas sûr qu'il ait été à l'information. Ils ne savent pas. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que le statut existe bel et bien. Effectivement. Mais il y a les conditions pour en bénéficier. Et pour être bénéficiaire, vous avez la possibilité d'aller à l'Agence Emploi Jeune qui va vous orienter vers les services du ministère du Commerce et de l'Industrie, ou bien vous allez directement au ministère du Commerce et de l'Industrie et vous avez GUD PME pour avoir le statut de l'entrepreneur. Et il y a des jeunes en Côte d'Ivoire qui ont le statut de l'entrepreneur. Il faut qu'ils aillent à l'information. Ensuite, il y a Mathieu. Oui, Mathieu, Doumbia et Carlos. Allez rapidement, qui dit avoir fait 3 certificats. Encore faut-il savoir le domaine dans lequel il a fait le certificat. Je dis, aujourd'hui, il faut bien cibler donc les formations que nous voulons faire. Et donc, je lui demanderai peut-être de prendre la tâche avec la représentation de l'Agence Emploi Jeune et donc de rentrer en contact avec nous. On verra quel est le certificat qu'il a fait. Et si ce certificat ne lui permet pas, dans l'immédiat, d'avoir un emploi, nous allons lui proposer d'autres formations qui vont lui permettre d'avoir peut-être un emploi. Et d'ailleurs, à partir du 1er, nous serons dans sa région et avec toutes ces entreprises qui ont mobilisé des opportunités, en fonction de son profil, il peut aussi postuler pour être parmi ceux qui seront recrutés. Mathieu qui dit que son fils a eu un stage dans une entreprise et que parce qu'handicapé, il a été renvoyé. Ça, ce n'est pas normal. En Côte d'Ivoire, on protège les handicapés. Pendant que des quotas sont... Non, en Côte d'Ivoire, on protège les handicapés. Bien sûr. Et d'ailleurs, que ce soit la fonction publique, le ministère de la Protection sociale, il y a des dispositions qui sont prises même pour permettre aux handicapés d'avoir un quota dans la fonction publique. Donc, je vais lui demander aussi de prendre la tâche avec mes services. Nous allons, en fonction, je ne sais pas, est-ce qu'il s'agit d'une entreprise privée ou pas, mais je verrai avec mon collègue en charge de la protection sociale et la ministre de la fonction publique, si effectivement les motifs du renvoi sont liés à l'handicap, oui, en ce moment, oui, il a le droit de se plaindre et nous allons l'accompagner pour corriger cette injustice. La question de Doumbia et celle de Carlos. Alors, Carlos parle de comment bénéficier des crédits impôts. Il n'en a pas bénéficié. Alors, les crédits impôts, c'est un dispositif pour accompagner les entreprises. Dans la mise en œuvre de cet instrument, le gouvernement a décidé que toute entreprise qui embauche un jeune, qui prend un jeune en formation ou en apprentissage, ce jeune se déclare auprès de l'Agence Emploi Jeune. Enfin, cette entreprise se déclare auprès de l'Agence Emploi Jeune. L'Agence Emploi Jeune, après vérification de l'effectivité de la mise en emploi, de la formation ou de l'apprentissage du jeune, lui délivre un certificat. Et c'est ce certificat qui va faire prévaloir auprès de la représentation des impôts pour avoir les crédits impôts. Voilà. L'insertion professionnelle, un pan essentiel de votre département, mais pas que, parce qu'il ne nous reste plus que 20 minutes pour développer 2 autres axes, ce qui va être compliqué, parce que ceux-là, ils étaient parfois déscolarisés, vulnérables, exposés à l'oisiveté ou en rupture sociale. Grâce au centre de services civiques, ces jeunes bénéficient aujourd'hui d'un encadrement, d'une formation et d'une nouvelle chance d'insertion. Le gouvernement présente ces structures comme des espaces de resocialisation et de reconstruction personnelle. À Adzopé, dans la Mée, certains jeunes ont complètement changé de trajectoire et sont devenus de véritables exemples de réussite. Immersion, là maintenant, au cœur de ce centre, avec Davis Oyo, notre journaliste, reporter d'images. Il est 6 h du matin. Les stagiaires volontaires du centre de service civique d'Adzopé sont à pied d'œuvre. Échauffement, étirement, squat, pompe, gainage, cardio et footing meublent l'exercice physique. Des exercices aux allures de formation militaire. C'est
l'activité phare parce que le sport, ça procure la santé. En plus de se procurer de la santé, ça permet aux jeunes de pouvoir se libérer de leurs addictions qu'ils avaient avant de rentrer dans les centres de services civiques. Seconde activité du début de matinée, le salut aux couleurs. Objectif, leur inculquer l'amour de la patrie, la discipline et les valeurs républicaines. Une activité dont tous les faits et gestes sont scrutés par les encadreurs. On leur apprend les 5 symboles. Donc, ils ont cité tout à l'heure, il y a le drapeau, il y a l'hymne national, il y a la devise, il y a les armoiries et le portrait du président de la République. Ce sera comme ça jusqu'à la fin. Après la débauche d'énergie, le petit déjeuner est tout simplement mérité. Ici également, la discipline est recommandée. Quand j'étais en famille, je ne prenais pas le petit déjeuner matin. Ici, nous sommes à l'aise, on mange bien. Dans les 12 dortoirs du centre, l'ordre est une exigence. Avant de sortir ici, on nous a appris à dresser les lits, de mettre tout en ordre, d'arranger. On nous a appris à être propre avant de sortir. L'encadrement vise à gommer les mauvaises habitudes des pensionnaires et à leur apprendre la vie en communauté. Au-delà des activités sportives qui font partie de la formation civique et citoyenne, les stagiaires volontaires du centre de service civique d'Adzopé, tout comme ceux du reste du pays, ont l'opportunité de choisir 13 filières. La plomberie, comme vous pouvez le constater derrière moi, le BTP, la coiffure. Et cette nouvelle phase passe obligatoirement par les classes d'alphabétisation. Direction Alpha-, Alpha+. Dans la classe d'alphabétisation niveau 1 ou Alpha-, le cours du jour porte sur l'orthographe. Nous avons reçu plusieurs stagiaires de niveaux différents. Il y a ceux qui sont allés à l'école, qui ne savent pas lire et écrire. Il y a ceux qui ne sont pas du tout allés à l'école. Donc nous leur apprenons à lire, à écrire et à calculer. Je ne savais pas lire et écrire, même mon nom. Donc depuis ça arrivé ici dans le centre civil d'Adzopé, donc ça va un peu, c'est que mon nom, dans les autres cours aussi, ça va. À ma sortie d'ici, je compte m'inscrire encore. Dans une école, en cours du soir, vu que j'ai pour le métier de la peinture, donc je compte m'inscrire dans le cours du soir et continuer les cours. Ici, l'apprentissage au métier est une réalité. Carrelage, menuiserie, électricité, BTP, ferronnerie, peinture et mécanique attirent de plus en plus les stagiaires volontaires à l'image de Vianney. On est en train d'essayer de faire le calage sur le moteur de la Mercedes-Benz C-Class. Et ici, nous avons des glisseurs. D'un atelier à l'autre, l'apprentissage semble porter des fruits. La majorité des pensionnaires féminins brillent dans la couture, la pâtisserie et la coiffure. Nous sommes des coiffeuses esthéticiennes. Nous voulons faire notre magasin, notre salon de coiffure à nous-mêmes. Nous pensons que nous pouvons devenir des citoyennes modernes et productives. Les métiers agricoles occupent 1,5 hectare de parcelles labourées au quotidien par les stagiaires volontaires. Une multitude de cultures y est pratiquée. J'ai choisi l'agro-pastoral parce que l'économie du pays repose sur l'agriculture. Dévoués et appliqués, les stagiaires bénéficient d'une prise en charge holistique durant leur formation. Et cet encadrement a un coût. Quand ils viennent, il faut les habiller, ils ont droit à tout ce qui est, on va dire, kit d'hygiène, savon, pâte dentifrice, brosse à dents. Après, il faut qu'ils soient nourris. C'est 3 repas par jour. Et au-delà de ça, il y a la formation qualifiante. Ils ont besoin, chaque enfant doit avoir son kit d'apprentissage. Il faut payer les formateurs, tout et tout. Et donc, vraiment, c'est entre 850 000 et 1 million par stagiaire volontaire. C'est 2 cohortes de 6 mois. Donc, on va dire que chaque 6 mois, l'État injecte 500 millions pour former 500 jeunes, uniquement que pour le centre d'Adzopé. Espérer un lendemain meilleur, croire en eux, repartir de plus belle et se sentir important dans la société, c'est le ressenti des 500 stagiaires volontaires du centre de service civique d'Adzopé.
Merci beaucoup, Davis Oyo. Monsieur le ministre, au-delà de l'emploi, vous défendez aussi une vision de la jeunesse fondée sur le civisme, l'engagement et la responsabilité citoyenne. Alors aujourd'hui, quel bilan vous faites des programmes de service civique? En 2016, le chef de l'État a réactivé le programme service civique dans notre pays, qui a existé dans les années 70. Cela obéissait à une logique. Après donc, les décennies de crise que nous avons connues, le réarmement moral de notre jeunesse, les pertes des valeurs au nom d'une certaine catégorie de jeunes commandaient donc de remettre en place ce dispositif. Les jeunes devaient réapprendre la discipline, réapprendre le respect. Ensuite, vous avez beaucoup de jeunes vulnérables, vous avez vous-même addicts à la drogue, etc., qui avaient un besoin de resocialisation. Le service civique s'articule autour de 3 piliers. Ce que j'appelle le service civique en lui-même, donc dans les centres de service civique, c'est ce que vous avez vu. Des jeunes y sont internés pour une période allant de 6 à 9 mois, avec 2 mois d'encadrement de type militaire, où on leur apprend donc la discipline, et puis l'apprentissage donc à un métier. Aujourd'hui, tous ces jeunes qui sont dans les centres de service civique verront leur formation sanctionnée par un CQP, puisque nous avons travaillé le ministère de l'enseignement technique à l'effet de délivrer à tous ces jeunes un CQP, donc ils seront diplômés. Et puis vous avez, à côté de ce dispositif, le service national jeune. Le service national jeune, c'est le service qui permet donc de prendre en charge donc, les enfants qui ont entre 14 ans et 17 ans. Mais ça, c'est venu aussi d'un constat. Vous rappelez-vous des congés anticipés, etc. Nous avions à l'époque amené donc des jeunes dans le centre de service civique de Bembresso et ça avait permis d'estomper complètement le phénomène des congés anticipés. Mais on ne peut pas être seulement dans la répression. Il faut anticiper. Et pour anticiper, nous avons donc le parcours citoyen qui permet à un jeune, durant toute sa scolarité, donc, de consacrer une partie de ses vacances, Noël, février, congé donc de Pâques, dans un centre de service civique pour se voir inculquer un certain nombre de valeurs. Et puis vous avez le campus citoyen, toujours dans le service national jeune, qui lui permet de prendre en charge les plus grands. On a fait un campus citoyen avec l'INPHB de Yamoussoukro. Aujourd'hui, tous les nouveaux étudiants qui rentrent à l'INPHB de Yamoussoukro font le service civique à travers donc, le campus citoyen. On va le faire bientôt avec l'INFAS, ainsi de suite. Et puis, à côté donc, du service national jeune, vous avez le programme de volontariat et de bénévolat. C'est un programme qui permet donc, de mobiliser les jeunes pour des causes communautaires, des causes sociales, etc. Donc, c'est des jeunes bénévoles qui apportent leur contribution, pour certains à travers une assistance à la personne, pour d'autres dans les activités de salubrité, pour d'autres, donc pour les volontaires, ce sont des volontaires de compétences qui appuient aujourd'hui nos collectivités territoriales. Nous avons un programme avec les mairies où des jeunes volontaires vont travailler au sein des mairies pour apporter un appui donc, aux collectivités. Donc voici le dispositif de service civique dans notre pays. Nous sommes aujourd'hui dans une phase de passage à l'échelle. Je vais rappeler que lorsque j'ai pris la tête de ce département, enfin lorsque j'ai hérité donc, du service civique, nous avions en moyenne 700 jeunes qui étaient formés par an dans les dispositifs de service civique, avec seulement 400 de service civique. Aujourd'hui, de par la volonté du chef de l'État, nous sommes passés aujourd'hui à l'échelle. Aujourd'hui, nous avons 800 de services civiques, 10 centres de services civiques en construction. Adzopé fait partie des centres de services civiques nouvelle génération à une capacité d'accueil de 1000 jeunes. Et dans le cas du PND, nous allons mobiliser des ressources pour construire 17 autres centres de services civiques. L'idée derrière, c'est qu'il n'y ait pas une seule région en Côte d'Ivoire où il n'y ait pas un centre de service civique. Donc, à terme, c'est plus de 31 000 jeunes par an que nous allons traiter. Nous partons de 700 jeunes par an et nous allons atteindre donc bientôt 31 000 jeunes par an. Et je pense que ça nous permettra de régler un problème donc au niveau de notre jeunesse. D'accord. Et quels résultats vous observez? Vous observez en matière d'insertion sociale et quel accompagnement, Monsieur le ministre, après la formation? D'abord, nous avons autour de 55 000 personnes qui ont bénéficié de différents programmes de service civique. Hein. Rappelez-vous que pendant la CAN, c'est quand même 20 000 bénévoles, c'est 10 000 volontaires, ainsi de suite. Alors, pour ceux qui vont dans le programme SCAD, en plus de 2 mois d'encadrement à la discipline, je vous ai dit qu'ils ont entre 6 mois, 4 et 6 mois donc, de formation d'apprentissage à un métier. Notre objectif, c'est que 100% de ces jeunes formés aient un emploi. Je demandais donc à l'Agence Emploi Jeunes de se mettre en lien avec les centres de service civique parce que ce dispositif évoluait donc seul, alors que ces jeunes
ont besoin donc d'être pris en charge. Donc depuis quelques années, nous avons interconnecté le service civique et l'agence emploi jeune, de telle sorte que les besoins en termes d'insertion sont pris en charge dès les premiers mois d'entrée du jeune dans le centre de service civique. Pendant les 2 premiers mois, il y a un profilage du jeune et nous commençons à rechercher des opportunités en fonction de ce que le jeune veut faire. Aujourd'hui, les taux d'insertion dans les centres de service civique tournent autour de 65%, mais l'objectif, en tout cas, c'est d'atteindre 100%, et je veux cette objectif dès cette année. Et donc, tous les directeurs du centre savent que l'un des critères de performance en lien avec l'agence emploi jeune, c'est de me faire 100% de jeunes insérés, parce que des jeunes qui étaient déjà dans une situation de vulnérabilité, si nous les amenons dans les centres de service civique, c'est les sorties complètement de la zone de vulnérabilité. Donc, je ne peux pas me satisfaire du taux de 65%. Je veux 100% et on obtiendra donc les 100%. Et le programme SCAD semble produire des résultats encourageants. Vous en parlez. Et justement, dans cette salle, il y en a des bénéficiaires donc, de ce programme. Godet Joël Otniel, est-ce qu'il est là? On est beaucoup pris par le temps, mais en quelques 30 secondes, Godet va peut-être nous parler. Il est bénéficiaire du programme SCAD, justement, où il a fait une formation en froid et climatisation. Après sa formation, il a bénéficié d'un financement pour une activité génératrice de revenus. Est-ce qu'il est avec nous, Godet? Un micro pour M. Godet, allez-y, rapidement. Bonsoir, monsieur. C'est M. Godet Joël. J'ai fait le centre civique de Bomesso. Et après ça, j'ai eu mon stage. Et après le stage aussi, j'ai fait encore un stage de perfectionnement. Et après ça, bon, j'ai préféré vraiment travailler à mon propre compte. C'est cela, et vous travaillez. Qu'est-ce que vous faites? Je suis dans le domaine du froid. Dans le domaine du froid, la climatisation. Si. Et tout se passe bien? Ça va. Vous arrivez à vous prendre en charge, la petite famille? Oui, j'arrive à me prendre en charge. Ça va. Seulement que par moment, on cherche aussi d'autres contrats encore. C'est ça. Voilà. On cherche toujours le mieux-être. Merci Godet. Et puis, Monsieur le ministre, quand un jeune passe par un centre de resocialisation, puis il retourne dans le même environnement de pauvreté, de chômage, de violence, est-ce que l'État ne risque pas parfois de perdre les progrès obtenus pendant la formation? Alors, il ne faut pas tout mettre sur l'État. Moi, je voudrais ici engager la responsabilité des familles. L'État apporte une réponse. Mais cette réponse est souvent au manquement donc, au niveau donc, des familles. Parce qu'un jeune qui se retrouve à la rue, qui se retrouve livré à lui-même, qui se retrouve à être addict à la drogue, ça veut dire que la cellule familiale ne fonctionne pas. Le premier responsable de l'éducation des enfants, c'est d'abord la famille. L'État vient en soutien. Et il pourrait y en avoir qui n'ont plus les parents. Oui, mais la plupart ont des parents, puisque nous les voyons dans les centres de service civique. Ce que j'ai décidé depuis l'année dernière, parce que jusque-là, les jeunes étaient formés et remis à leurs parents. Et ces parents ne venaient que pendant les cérémonies donc de sortie de ces enfants. Je vous inviterai un jour à une des cérémonies, souvent en pleurs, voyant la transformation qualitative de leur enfant. Ce que je leur ai dit, c'est terminé. C'est-à-dire que depuis l'année dernière, j'ai souhaité que les parents visitent régulièrement les centres de service civique durant tout le parcours de prise en main de son. Il faut qu'ils comprennent l'environnement dans lequel son enfant est et il faut qu'ils comprennent les efforts que le jeune est en train de faire. Et cela prépare les parents à mieux accueillir donc, ces jeunes une fois qu'ils retournent en famille. Parce que si on ne le fait pas, effectivement, comme vous le dites, il a été pris en charge dans un centre de service civique, il a changé, mais il va retourner dans un environnement où ceux qui l'accueillent ne sont pas seulement préparés pour l'accompagner dans sa nouvelle vie. Donc on a changé complètement d'approche. Aujourd'hui, vous avez des espaces, des périodes où les parents sont invités dans les centres de service civique, passent du temps avec leurs enfants et sont aussi pris en main par les responsables des centres, pris en main dans le sens donc, de les amener à comprendre l'évolution de leurs enfants et à mieux les gérer quand ils retournent donc, en famille. Alors, est-ce que des personnes comme M. Godet, est-ce que vous les accompagnez financièrement? Parce que là, ils cherchent de nouveaux marchés. Est-ce que vous les appuyez dans ce sens, ces jeunes qui sont socialisés? Alors, il a dit lui-même, d'abord, au niveau du centre, il a appris un métier. Ensuite, il a fait un stage de perfectionnement, donc on appelle les stages pré-emploi. Et à partir de là, alors, je ne sais pas, Godet, vous êtes installé à votre propre compte ou bien vous travaillez dans une entreprise? Rapidement. Actuellement, je suis à mon propre compte. Voilà, donc, à partir de son stage, donc, il est installé à son propre compte et apparemment, il arrive à avoir des marchés. Et ce qu'il demande, c'est d'avoir plus de marchés. Moi, j'ai ma petite idée sur ça.
avec certains collègues, ce que j'ai proposé, c'est que tous ces jeunes que l'État soutient, que ce soit les jeunes qui sortent de nos centres de service civique, des jeunes qui sortent de nos lycées professionnels, qui apprennent des métiers, mais que leur premier client soit l'État. Nous avons tous dans nos ministères des petits marchés d'entretien, de climatiseurs, de ceci. Et j'ai demandé, moi, dans mon administration, que tous ces petits marchés qui n'appellent pas donc, à un appel d'offres parce que c'est des montants pas très importants, que ces marchés soient réservés prioritairement aux jeunes qui sont à nos dispositifs. C'est ce qui nous rendra cohérents. Parce qu'on leur donnera un coup de pouce et c'est ce qui leur permettra, à force de petits marchés, de se consolider et demain compétir contre ces géants qui sont assis donc, dans cette salle. Merci, Monsieur le ministre. Entre initiatives citoyennes, engagement associatif, créer activité et entrepreneuriat, de nombreux jeunes Ivoiriens tentent chaque jour d'inventer leur avenir. Mais au-delà des talents, les attentes restent fortes. Accès au financement, espace d'expression, accompagnement et meilleure représentation dans les instances de décision. Le gouvernement a engagé plusieurs réformes pour mieux structurer les organisations de jeunesse et renforcer leur participation à la vie nationale. Regard croisé et témoignages dans ce reportage de Seydou Ouattara. En Côte d'Ivoire, les jeunes représentent une force incontournable. Pourtant, beaucoup estiment ne pas bénéficier d'une réelle valorisation de leurs compétences. Entre chômage, manque d'opportunités et difficultés d'insertion, leurs attentes vis-à-vis de l'État restent nombreuses. J'entends valorisation de la jeunesse, des actions beaucoup plus renforcées en vue d'une confiance plus accrue dans les jeunes. Et pour moi, cela passe d'abord par la responsabilisation des jeunes. Leur présence dans les instances de prise de décision, les assemblées électives ou les assemblées délibérantes, que les jeunes aient leur mot à dire conformément donc à la loi d'orientation sur la jeunesse. Autre élément également, c'est la création d'emplois décents. Et je suis heureux de savoir que dans le PND 2026-2030, cela est mentionné et mentionné valablement à hauteur de plus de 3 millions d'emplois décents à créer. Et je pense que ce sont des éléments importants. Les jeunes réclament avant tout davantage d'emplois et de formations adaptées aux réalités du marché. Pour eux, il est essentiel que les politiques publiques favorisent l'entrepreneuriat, l'innovation et l'accompagnement des porteurs de projets. Le besoin en emploi des entreprises et des opérateurs économiques ne correspondent pas avec la formation diplômante que nous avons obtenue. Donc, il faut faire en sorte qu'il y ait une adéquation formation-emploi. Sur le schéma des nouveaux diplômés, lorsque vous êtes à la recherche d'un emploi, on vous demande 5 ans d'ancienneté, alors qu'un nouveau diplômé n'a certainement pas d'expérience. Il faut chercher à régler cette question. Je ne dirais pas qu'il faut de zéro expérience, mais on peut réduire cela. On peut réduire cela et le ministère peut s'en occuper pour qu'avec les employeurs, ils puissent avoir un minimum d'accord. Face à ces préoccupations, plusieurs initiatives étatiques et privées émergent pour encourager l'autonomisation des jeunes. Mais pour beaucoup, les efforts doivent être intensifiés afin de transformer le potentiel de la jeunesse en véritable moteur de développement. Merci Seydou Ouattara. Monsieur le ministre, nous allons terminer. En 2 minutes, vous allez répondre à 2 ou 3 de mes questions. Que change concrètement, Monsieur le ministre, que change concrètement la loi d'orientation relative à la jeunesse et le décret sur les organisations de jeunesse, quand certains pensent que cette structuration peut être perçue comme un moyen de contrôle politique des des mouvements de jeunesse. Vous allez y répondre, Monsieur le ministre. Vous aurez la parole et vous allez y répondre. Les jeunes réclament aussi davantage de place dans les instances de prise de décision. Je suppose que vous êtes d'accord, c'est de bonne guerre, non, monsieur le ministre? Et puis, la carte jeune continue son déploiement. Quels résultats concrets aujourd'hui et quels avantages concrets surtout, Monsieur le ministre? Et puis ensuite, vous allez adresser un message aux jeunes qui doutent encore des dispositifs publics. 3 petites minutes pour boucler cette émission. Ça fait beaucoup de questions. Alors, la loi d'orientation est consécutive à une vision, celle d'un homme, le président de la République. Rappelez-vous qu'il a décrété 2023 année de la jeunesse. Et dans son discours, il a mis l'accent sur une meilleure prise en compte des aspirations des jeunes, une meilleure participation des jeunes au processus de prise de décision, un meilleur accompagnement des jeunes vers
leur autonomisation. Et donc en 2023, le gouvernement a proposé une loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Et cette loi consacre cette vision, donc traduit cette vision du chef de l'État. La loi dit qu'il faut une meilleure participation des jeunes au processus de prise de décision, qu'il faut une meilleure représentation des jeunes dans les assemblées élues. Hamza, je peux vous donner une situation. Aujourd'hui, quand vous prenez les conseils régionaux, vous avez au sein des conseils régionaux près de 1569 conseillers. Moins de 1,67% ont moins de 35 ans. On a une sous-représentation donc des jeunes. Vous avez moins La faute à qui, monsieur le ministre? À tous les acteurs, y compris les partis politiques. Parce que quand vous prenez, par exemple, des moins de 40 ans, nous sommes à moins de 8%. Vous avez 118 conseillers sur les 1569 qui ont moins de 40 ans. Et sur les 118, le RHDP en a 103. Le PDC en a 5. On s'en sort bien, mais je veux dire, mais ça reste encore très faible. Quand vous prenez les conseillers municipaux, vous en avez 7679 en Côte d'Ivoire. Vous avez 3,53% qui ont moins de 35 ans. Vous avez 11,38% qui ont moins de 40 ans. Donc vous avez, pour les moins de 40 ans, sur les 7679 conseillers municipaux, vous avez 874 qui ont moins de 40 ans. Et sur les 874, le RHDP en a 710, le PDCI en a 62, le PPACI en a 10 et la coalition PDCI-PPACI en a 28. Ça veut dire quoi très concrètement? Que les partis politiques ne sont pas encore en cohérence avec leur discours. Et c'est pour ça que le chef de l'État a fait prendre une loi qui va obliger les acteurs politiques à intégrer qu'il faut accorder beaucoup plus d'espace donc à la jeunesse. Le renouvellement générationnel, le président Ouattara parle, commence à la base. Et pour les prochaines élections à venir, c'est le combat que nous allons mener. Il faut plus de jeunes dans les conseils municipaux, dans les conseils régionaux. Il faut plus de jeunes de 35 ans, de moins de 35 ans, qui soient élus maires, etc. Et ça, c'est un effort collectif. Sur les avantages, les jeunes qui demandent beaucoup plus de place, donc j'ai parlé donc des assemblées élues, il y a aussi donc les responsabilités donc dans les postes de décision, que ce soit dans l'administration publique, dans le secteur privé. Nous avons depuis quelques années de plus en plus de jeunes qui occupent des responsabilités, chefs de service, sous-directeurs, directeurs, chefs d'entreprise, etc. C'est un effort qu'il faut accompagner. On a une vision d'un homme, mais il faut que les autres acteurs que nous sommes soyons en cohérence et suivons donc cette vision. Et je parle de tous les partis politiques. Mon discours, il est transpartisan. Je ne parle pas contre un parti politique, je dis c'est tous les partis politiques en Côte d'Ivoire et les acteurs de la société civile qui doivent se remettre en cause. Vous avez parlé de la 4 jeunes. La 4 jeunes est une réponse concrète à la problématique du pouvoir d'achat. Je vais rappeler que ce projet avait été lancé par le président Ouattara dans les années 92. La première 4 jeunes en Côte d'Ivoire, c'est dans les années 92. Son ministre de la Jeunesse à l'époque et des Sports, c'était le ministre René Dibi. Et en 2011-2012, il y a eu une première tentative de réactivation de cette 4 jeunes qui n'a pas marché. Lorsqu'il a décrété l'année de la jeunesse, nous avons eu pour orientation donc, de réactiver cette 4 jeunes. Pendant 18 mois, nous avons travaillé. Et au bout de 18 mois, nous avons pu mobiliser près de 200 entreprises ou marchands dans tous les secteurs. Restauration, grande distribution, loisirs, formation, santé, etc. Donc ce sont des avantages que les utilisations ont, des réductions qui vont de 5% à 50% en fonction de leurs besoins en formation, santé, voyage, etc. Quel résultat? Aujourd'hui, nous avons un peu plus de 200 000 jeunes, je dis 204 000 jeunes qui se sont inscrits à la 4 jeunes. Donc l'objectif pour la première année était donc de 100 000, et là nous sommes à 200 000, mais l'objectif ultime, c'est d'atteindre au moins 1 million d'utilisateurs pour cette carte. Je voudrais ici très sincèrement remercier toutes ces entreprises citoyennes qui ont décidé d'accompagner le gouvernement. La carte jeune, 5 à 50% de réduction, c'est 5 à 50% de ressources en moins que le jeune ne paye pas et qu'il garde. Et donc, je me réjouis aujourd'hui que ce dispositif marche. Les magasins sont situés où?
Mais partout. Un magasin dont Si vous parlez, nous n'avons pas de centrale d'achat. si vous me permettez de faire la publicité, je vais dire. Où on peut consulter la liste. Juste non, mais ça, je peux dire, hein, je peux citer quelques... Allons-y, sur le site de l'agence Emploi Jeunes. Alors, vous allez aujourd'hui, vous téléchargez 4 jeunes. Vous avez un site internet sur la carte jeune, vous avez la liste donc de toutes ces structures. D'accord. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces jeunes qui vous regardent aujourd'hui et qui doutent encore de tous ces dispositifs dont vous avez parlé pendant 90 minutes? Non, je ne veux pas parler seulement à ceux qui doutent. Je veux parler à l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire. Notre pays a fait du chemin. Moi, je lui ai exprimé toute ma fierté par rapport à cette jeunesse. Et le chef de l'État est fier de cette jeunesse. Parce que vous ne vous en rendez pas compte, nous venons de loin. Aujourd'hui, vous avez une jeunesse certainement de plus en plus exigeante, mais une jeunesse qui a décidé résolument de se tourner vers ce qu'il y a d'essentiel pour elle. Quand vous les interrogez, ils veulent travailler, ils veulent se former. Et ça, le gouvernement essaie de les accompagner. Ils peuvent être fiers de leur pays. Je ne dis pas que tout est parfait. Nous avons encore des choses à faire. Je vous ai parlé du PND qui fixe un cap, près de 4 millions d'emplois créés, qui fixe des secteurs prioritaires, l'agriculture, le numérique, digital, etc., le BTP, et qui veut mettre l'accent sur le développement des compétences. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais ils doivent savoir que beaucoup de choses ont été faites. Et que tous ces projets structurants, stage par-ci, stage pré-emploi, emploi direct, mesures incitatives en vue de la création d'emplois, formation par apprentissage, par alternance, des écoles de formation professionnelle qui sont à niveau, les travaux en haute intensité de main-d'œuvre qui sont transformés en financement durable, etc. Le service civique, le fonds d'appui à l'autonomisation des associations, tout ça procède d'une vision. La vision d'un homme qui s'appelle le président Alassane Ouattara, qui croit à sa jeunesse, et je leur demande d'aller à la rencontre des opportunités. Le président a fait sa part. Il a mobilisé les acteurs, il a mobilisé les ressources, il a mobilisé les partenaires au développement. Nous sommes en phase de signer avec la Banque mondiale dans quelques jours un important programme qu'on appelle le CIRA. C'est un programme qui va mobiliser près de 6 milliards de dollars, mais pour plusieurs pays. Mais notre pays va mobiliser près de 600 millions de dollars pour mettre en formation et en activité près d'un million de jeunes. Donc les perspectives sont bonnes. Il faut maintenant qu'ils acceptent d'aller à l'information, qu'ils acceptent de se lever, de se battre pour aller décrocher ces opportunités. Merci. Et notre rôle sera donc de les accompagner. S'ils trébuchent, s'ils ont des difficultés, ce n'est pas grave. Ils auront toujours des personnes ressources pour les accompagner. Ils ne doivent pas se décourager dès les premiers obstacles. Merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci, Bakayoko Lansine. Monsieur le ministre, merci encore d'avoir été notre invité ce soir. Insertion professionnelle, entrepreneuriat, engagement citoyen, valorisation des talents. Les défis restent immenses, mais les attentes de la jeunesse ivoirienne le sont tout autant. Une chose est certaine, en tout cas, derrière chaque statistique, il y a des vies, des rêves et une génération qui attend des opportunités concrètes pour participer pleinement à la construction de la Côte d'Ivoire de demain. Merci de nous avoir suivis sur RTI 1. Excellente soirée à tous.